Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Chers étudiants, nous continuons donc avec les applications concernant le système 1 sur le degré de liberté en dynamique des structures. On va voir aujourd'hui un autre type d'excitation. Il s'agit d'une excitation de type impulsion triangulaire. On a déjà vu une première excitation impulsive de type sinusoïdal dans l'application simple. On va essayer de voir maintenant quel est l'intérêt de cette impulsion triangulaire. Donc, le but de cette application est de calculer la réponse d'un système à un seul degré de liberté soumis à une excitation de type impulsif triangulaire. On va essayer d'établir les équations du mouvement selon les phases de l'excitation et puis, à partir d'un exemple numérique, essayer de rechercher donc, le déplacement maximal selon la phase de l'excitation. Pour cela, donc, on se donne un système à un seul degré de liberté où toute la masse est concentrée au niveau de cette poutre-là, donc d'un portique simple à un seul étage. Et ce degré de liberté donc, est soumis à une force P de T extérieure, donc, dont la variation est de type triangulaire décroissante, donc, qui a pour valeur à t est égal à 0, P de T est égal à P de 0, P0, pardon, et à t est égal à 1, P de T est égal à 0. Donc là, on est en face d'une impulsion triangulaire de durée T1 et de valeur, donc P de T est égal à P0 facteur de 1 moins T sur T1. Bien sûr, on remarque toujours les deux phases, la phase de l'excitation et la phase donc, où P de T est nul. Donc, à partir de certaines données numériques, de masse de rigidité de P0 et de T1, 0,05 secondes, on va essayer de calculer le maximum, le déplacement maximum du portique, et on déduire la force élastique. En deuxième question, donc, on va essayer de diminuer encore la valeur de T1, donc 10 fois, passer de 0,05 secondes à 0,205 secondes, et on va voir quel est l'impact sur, ou bien l'influence sur la force élastique maximale due à cette diminution de la durée de l'excitation. Donc, on rappelle rapidement ce que c'est une excitation impulsive, de type impulsion. Donc, on insiste sur le fait qu'il est donc vraiment de très courte durée. Très, très courte durée. On est en train de parler, comme je dis, de dixième, voire de centième de seconde. Et puisqu'elle est de très courte durée, l'amortissement n'aura même pas le temps de se développer durant l'excitation. Donc, c'est vraiment très rapide que même l'amortissement n'aura pas le temps de se développer. Donc, ces types d'excitation ont toujours deux phases. Une phase où le système, ou bien où la force P de T est différente de zéro, donc cette phase-là, d'accord? Et elle prend plusieurs formes. Donc, les plus connues, c'est la forme sinusoïdale, triangulaire et rectangulaire. Ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase, où P de T devient zéro. Et là, la première phase, le mouvement donc, est forcé, non amorti. Et la deuxième phase, donc, c'est un mouvement libre. Bien sûr, si P de T est égal à zéro, ça ne veut pas dire que la déformée va s'annuler. Au contraire, la déformée au-delà de cette valeur T1, donc elle va continuer donc à se développer au niveau de la structure grâce donc à ce qui se passe dans ce point, c'est-à-dire que le début de la deuxième phase, donc les conditions initiales de la deuxième phase, sont exactement la fin de la première phase, c'est-à-dire les conditions du point final de la première phase. Donc les conditions initiales sont beaucoup plus le déplacement et la vitesse. Donc, à partir de cette égalité de déplacement et de vitesse au point ici, donc la deuxième phase va développer des mouvements donc, en oscillation libre. Bien sûr, on a dit quelques exemples de ces impulsions, donc c'est beaucoup plus un choc, un impact ou bien une explosion. Donc, donc rapidement, on va définir la théorie de cette impulsion triangulaire. On a dit donc que, en général, pardon, il y a deux phases. Donc, la phase 1 où la force agit entre 0 et T1. Donc, c'est la phase lorsque T est inférieur ou égal à T1. Dans cette phase, on a dit que c'est une impulsion de très courte durée. Ça veut dire que l'amortissement va être négligé et la force est différente de 0. Donc, il me reste la force d'inertie, la force de rappel, d'élasticité qui est égale à la force P de T. Donc, on voit que la force extérieure est équilibrée par et en même temps la force d'inertie et la force de rappel, donc de rigidité.
Donc, on a déjà vu ce type d'équation et on a vu que la solution est du type une solution sans second membre et une solution particulière. Une solution sans second membre pour ce type d'équation différentielle est égale donc à cosinus oméga 0t plus b sinus oméga 0t et une solution particulière, bien sûr, qui a la forme de la force d'excitation P de T. Donc, on va prendre P0 sur K fois 1 moins T sur T1. Donc, si j'ajoute les deux, j'obtiens la solution ou bien la déformée dans la première phase. Donc, on va l'appeler U1 pour désigner la première phase. Donc, c'est UC, UP plus UC. Bien sûr, les deux constantes A et B sont des constantes qu'on va déterminer à partir des conditions initiales de la première phase. Et on va les prendre pour le moment, donc, quelconque, U0 à U.U10 et U.10 est égal à U.0. Donc, si je remplace, j'aurai deux équations des inconnus A et B. Je peux tirer A et B, donc, et finalement, je peux calculer donc l'expression finale de ma première déformée, donc mon premier déplacement U1 de T. Donc, c'est égal à ceci plus, vous remarquez, ça c'est A et ça c'est B. D'accord. Maintenant, si les conditions initiales, c'est-à-dire si le système est au repos, celui-là va disparaître, celui-là va disparaître, donc ils vont être égaux à 0. Et là, donc je simplifie celui-là avec 0, celui-là avec 0, et il me reste cette expression, donc le U1 de t est égal à P0 sur K facteur de 1 moins T sur T1 moins cosinus oméga 0T plus 1 sur oméga 0T1 sinus oméga 0T. Donc c'est l'expression du premier déplacement dans la phase de 1. Bien sûr, si je cherche le maximum de ce déplacement et je vais supposer que ce maximum se fasse en première phase, donc avec cette expression de U1 de t, donc je vais prendre le cas simple. Vous savez qu'on a déjà fait ça dans l'impulsion sinusoïdale pour avoir un maximum. Donc il suffit de dériver U1 de t par rapport à t et l'égaliser à 0. D'accord? Donc, si je dérive U1 par rapport à temps, ça me donne, ça c'est 0, ça c'est moins 1 sur T1, ça c'est plus oméga 0 sinus, et ça c'est plus oméga 0 sur oméga 0 T1 cosinus. Donc, ça me donne cette expression-là. D'accord? Quand P0 sur K est différent de 0, donc il me reste ceci est égal à 0. Donc, je vais chercher le temps avec lequel la dérivée du U1 sur dt est égale à 0. Ce temps, bien sûr, c'est le temps qui va correspondre à la valeur maximale de mon déplacement. Donc, je continue avec cette expression-là et je vais dire qu'elle est égale. Donc, je rends ce terme de l'autre côté et je divise le tout par oméga 0. Ça me donne donc cosinus oméga 0t sur oméga 0 t1 plus sinus oméga 0t est égal à 1 sur oméga 0 t1. Donc là, j'ai une expression de type A cosinus plus B sinus qui est égal à une constante. Donc, si j'ai ce type d'équation, je peux la transformer trigonométriquement. Donc là, pour l'écrire sous une autre forme, je peux sortir racine A carré sur B au carré en facteur. Donc, ça sera racine A carré plus B au carré, donc en facteur. Pardon, ça c'est A et ça c'est B. Pardon. Donc, je vais sortir ceci. C'est comme si j'écris donc racine de A au carré plus B au carré, facteur de A sur racine de A2 plus B2, cosinus oméga 0t, plus B sur racine de A2 plus B2, sinus oméga 0, sinus oméga 0t. Donc, je peux toujours simplifier et trouver mon expression. Pourquoi j'écris ça? Donc, pour pouvoir l'appliquer dans mon équation 3, dans cette équation-là, je peux l'appliquer. Donc, ça va me donner, donc, toujours ça, c'est A, pardon, et ça, c'est B. Donc, racine de A au carré plus B au carré. Je vois que A, c'est 1 sur oméga 0 qui est 1 et B, c'est 1. Ici, c'est 1. Donc, c'est 1 fois sinus oméga 0 t. Donc, ça me donne cette expression-là. Donc, si je la mettre au carré, donc, après, si je divise donc avec racine A au carré plus B au carré, donc, et je transforme le cosinus plus sinus, ça me donne donc cette expression-là qui est égale à 1 sur racine plus oméga 0 au carré t au carré cosinus plus oméga 0 t1 sur racine de 1 plus oméga 0 au carré t au carré sinus oméga 0 t qui est égal à 1 sur racine de 1 plus oméga 0 au carré t1 au carré. Ça, c'est des transformations simples. Donc, pourquoi on fait ça? On remarque que ceci peut être un cosinus d'un nombre quelconque. Ceci peut être un sinus d'un autre quelconque. Si vous faites cosinus carré ici plus sinus carré de ceci est égal à 1. Donc, je peux dire que ceci peut être un cosinus alpha et ceci peut être un sinus alpha. Celui-là, donc, ressemble à celui-là. Donc, ça va être égal à cosinus alpha.
Et j'aurai donc cosinus alpha, cosinus oméga 0t, plus sinus alpha, sinus oméga 0t est égal à cos alpha. Ceci, je peux l'écrire sous forme de cosinus alpha, cosinus oméga 0t moins alpha, donc pour dire qu'elle est égale donc à cosinus alpha. D'accord? Donc, on a deux solutions trigonométriquement. Soit ceci, donc oméga 0t moins alpha est égal à alpha plus 2πn, ou bien soit oméga 0t moins alpha est égal à moins alpha plus 2πn. Deux solutions possibles. Donc, la deuxième solution, si je veux la calculer, ça va me donner un t pour n pour le premier terme. Donc, n est égal à 0. Ça va me donner, donc, si vous voulez, ceci, oméga 0t moins alpha est égal à moins alpha, ce qui me donne t est égal à 0. Donc, c'est une valeur qui donne minimum, donc ça m'intéresse pas. Je cherche la valeur qui me donne le maximum. D'où je prends la deuxième valeur, donc avec n est égal à 0, donc le premier terme. Ici, ça va me donner, donc celui-là, c'est le premier terme, c'est 0. Ça me donner 2 alpha qui est égal à oméga 0t, ou bien t est égal à 2 alpha sur oméga 0. Donc, c'est le t que je cherche, bien sûr. Avec alpha, bien sûr, tiré d'ici, ça, c'est le cosinus alpha, ça, c'est le sinus alpha. Donc, ça va être un sinus moins 1 de celui-là et un cosinus moins 1 de celui-là. Donc, c'est la même chose si je veux calculer alpha à partir de ces expressions. Bien sûr, avec maintenant T max est égal à 2 alpha sur oméga 0, je peux remplacer maintenant le T max dans la valeur de U1 et j'obtiens donc, si vous voulez, la valeur maximale de mon déplacement. Sachant que le coefficient d'amplification dynamique est U1 max, donc le maximum de ça sur U statique, donc celui-là P0 sur K, il me reste donc cette expression pour T max égal, pour T est égal à T max est égal à 2 alpha sur oméga 0. Donc ça sera 1 moins le T qui devient T max, donc 2 alpha sur oméga 0 T1, moins oméga 0 T, donc c'est 2 alpha, moins 2 cosinus 2 alpha, plus 1 sur oméga 0 T1 sinus oméga 0 T, c'est sinus 2 alpha. D'accord? Donc, avec quelques transformations, sachant que cosinus 2 alpha, c'est cos carré alpha moins sinus carré alpha, sinus 2 alpha, 2 cosinus alpha, sinus alpha, et sachant qu'on a posé cosinus alpha à cette expression et sinus alpha à cette expression-là, donc si vous calculez cette partie-là, vous pouvez la faire, donc vous allez trouver qu'elle est égale à 1. Moins cosinus 2 alpha plus 1 sur oméga 0t1 sinus 2 alpha va être égal à 1. Ce qui veut dire que d va être égal à 2 moins, donc 1 plus 1 c'est 2, moins 2 alpha sur oméga 0t1. Et comme oméga 0 c'est 2pi sur t, donc je peux l'écrire en fonction de t1 sur grand T. Vous voyez que j'ai mis D en fonction de T1 sur T pour la première phase. Cette première phase est caractérisée par T1 sur grand T supérieur à 0,4. Dès que T1 sur grand T est supérieur à 0,4, vous pouvez dire que votre maximum est en phase. Pour la phase 2, maintenant, si T1 sur grand T est inférieur à 0,4, donc je prends la phase 2, c'est-à-dire T supérieur à T1, et là, donc je n'ai plus de force d'excitation P de T, elle est égale à 0, donc vous voyez que ceci est égal à 0. MU seconde 2 plus KU2 est égal à 0, bien sûr, dans cette phase. Je n'ai pas d'amortissement par hypothèse, mais théoriquement, je dois avoir un amortissement qui va amortir, donc réellement, qui va amortir la vibration dans la phase 2, parce qu'il faut qu'elle s'arrête quelque part, cette vibration. Mais pour une simplicité d'exercice, d'application, donc on néglige l'amortissement dans cette application. Donc cette application, cette deuxième phase, c'est un mouvement libre non amorti, mais avec une condition importante, c'est que les conditions initiales de la deuxième phase sont égales aux conditions finales de la première phase, qui sont différentes de 0, bien sûr, au point T1. Donc, je répète que le mouvement libre dans la deuxième phase est dû beaucoup plus à cette continuité du mouvement qui se fait dans la première phase. Donc, il faut qu'il y ait une continuité du mouvement de la première phase. C'est pour ça que les conditions initiales de la deuxième phase sont égales aux conditions finales de la première phase. Donc, que ce soit en déplacement ou bien que ce soit en vitesse. Donc là, si je prends le système au repos, on a vu que la solution de ceci, donc c'est A cosinus plus B sinus avec les conditions initiales, et ça me donne U de T1 cosinus oméga 0 T moins T1 plus U point T1 sur oméga 0 sinus oméga 0 T moins T1. Bien sûr, vous avez remarqué que la deuxième phase, le mouvement commence à T1. Il ne commence pas à 0, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on a une translation du repère du temps T moins T1. D'accord? Donc, avec maintenant UT1, U.T1 sont des valeurs que j'ai déjà calculé U1
de T1. Je la dérive donc par rapport au temps et je remplace le temps T par T1. Donc ça, c'est T1, UT1 et U1.1 T1. Donc il suffit de remplacer par T1 le temps T. Et là, j'aurai les deux expressions de UT1 et U.T1. Donc si je remplace, j'aurai cette expression-là, donc finale 5 de déplacement de deuxième phase, donc en fonction de P0 sur K cosinus oméga 0 t, T1 plus sinus oméga 0 t moins t. Vous remarquez que ceci, donc ça c'est un nombre, c'est un nombre. Ça c'est un nombre, d'accord, c'est une valeur. Cosinus t oméga 0 t moins t1, sinus oméga 0 t moins t1. Je peux sortir P0 sur K en facteur, donc j'aurai U max qui est égal donc réellement à la racine carrée de ceci plus ceci, d'accord? Et si je la divise par U statique, elle me donne donc le D qui est donc celui-là, sur le maximum de celui-là, va me donner donc le U statique. Donc maintenant, je répète que pour que le maximum soit en deuxième phase, il faut que T1 soit inférieur à 0. Il faut faire attention donc au sens des inégalités, ça c'est inférieur à 0. Donc là, quelqu'un a déjà mis ces équations-là sous forme de graphe et voilà, c'est ce qu'on appelle les spectres de réponse ou les spectres de choc. Donc, et là, donc, vous avez les trois impulsions les plus connues, triangulaires, sinusoïdale et rectangulaire. Il suffit de faire rentrer une valeur de T1 sur grand T, d'accord? Quel que soit le graphe que vous avez, triangulaire, sinusoïde ou rectangulaire, et vous aurez donc la valeur de D directement qui va vous permettre de calculer votre déplacement maximal. Là, si je reviens donc à ma question en numérique, vous voyez qu'avec K, avec M, P0 qui est connu, T1 est égal à 0, il suffit de calculer T1 sur T, d'accord? Or, T, c'est la période de la structure. La période propre de la structure, c'est 2pi sur racine de 1 sur K. Donc, ça va être 0,082. En faisant le rapport 0,05 sur 0,082, ça me donne 0,61. Elle est bien supérieure à 0,4, ce qui veut dire que la réponse maximale se passe en phase 1. Donc, dans cette phase 1, on a déjà dit que le coefficient d'amplification dynamique de cette phase, c'est D est égal à 2 moins 2 alpha sur oméga 0 T1, qui est égal à 2 moins 2 alpha sur 2 pi T1 sur 20. Avec alpha qui est égal sinus moins 1 de ceci, qui est égal à cosinus moins 1 de ci. Donc, en faisant les calculs numériques, oméga 0 T1, c'est 3,832, d'où je peux tirer alpha. Je répète, ça, c'est des radians, donc il faut faire attention à l'unité des angles, c'est des radians. Donc, ça me donne alpha est égal à 1,3155, ce qui me donne un D est égal à 1,313. D'accord? 1,313. Bien sûr, je peux tirer ça du graphe si vous voulez. Donc là, c'est plus pratique. J'ai un T1. Donc tout à l'heure, j'avais un T1 sur grand T est égal à 0,61. Si je le tire, je le fais rentrer dans le graphe à peu près ici. Avec la courbe de l'impulsion triangulaire, ça me donne à peu près 1,3 à peu près. Donc, la valeur exacte est 1,313 calculé. Donc, il y a à peu près 1,3. Là, c'est plus pratique. Donc, sans passer par les calculs numériques des maximums. Donc maintenant, c'est plus simple. Avec D est égal à 1,313, je peux calculer soit U max, donc qui est égal D fois P0 sur K, qui est le U statique. Donc ça sera 5 puissance 6 sur 1,75 puissance 9, ça me donne un 3,75 mm. Ou bien je peux calculer la force de rappel, ou bien la force élastique maximale, qui est égale à la rigidité par le déplacement maximum. Donc ça me donne 6,565 puissance 6 newtons. Ça, c'est très pratique parce qu'on aura besoin en général de la force élastique maximale pour avoir un équilibre. Pour la deuxième question, maintenant, si je divise mon temps T1, la durée de l'excitation T1 de 10 fois, c'est-à-dire je passe de 0,05 à 0,205, mon T1 sur T devient 0,061, donc il est inférieur à 0,4, ce qui veut dire que la réponse maximale se trouve en phase 2. Donc on a vu qu'en phase 2, la réponse maximale, c'est racine carrée de U1, T1 au carré plus U point T1 sur oméga 0 au carré. Donc en remplaçant, on aura donc cette expression-là, sachant que U1 de T1, c'est celle-là. Donc déjà calculé pour U1 et 1 U.1 de T1, donc toujours T1, ça c'est cette expression. Donc, il suffit de la remplacer ici. On aura ceci, c'est U
de T1 au carré, et ceci, c'est U point T1 sur oméga 0 au carré. Donc, avec quelques arrangements de cette expression-là, on retrouve que je peux faire sortir le P0 sur K en facteur au-delà de la racine, parce qu'il est au carré. Donc, on aura D, c'est U2 max sur U statique. Ça veut dire que je peux diviser par P0 sur K pour retrouver ceci comme étant la valeur de D que je cherche. Bien sûr, c'est un nombre. Tout est un nombre, donc j'ai besoin donc des valeurs numériques. Maintenant, oméga 0 T1, j'aurai besoin de ceci. Oméga 0 T1 cosinus. Oméga 0 T1 cosinus, sinus, cosinus, j'aurai besoin de oméga 0 à calculer. D'accord? Or, oméga 0, c'est 2pi sur t, donc c'est 76,62 radians par seconde. Et oméga 0 T1, c'est égal donc à 0,383. Donc, si je remplace dans les sinus et cosinus et dans l'expression de d ici, donc je trouve un d est égal à 0,19. Pour un T1, on a dit, donc c'était égal à 0,061. Donc là, la même chose. Je peux aller au graphe avec un 0,061. Donc la courbe de l'impulsion triangulaire, je peux retrouver à peu près 0,2. Donc c'est la moitié de entre 0 et 0,4, c'est à peu près 0,2. Donc on a trouvé 0,19. Donc avec 0,19 maintenant, je peux calculer U de max, d'accord, en multipliant par P0 sur K. On aura 0,54 mm et je peux calculer la force élastique pour ce deuxième exemple, donc, est égal à 0,945 puissance 6 newtons. Tout à l'heure, on a trouvé un U, un max donc de 3,75 et un F de 6,565 puissance 6 newtons. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces deux valeurs? Vous voyez que si j'ai un T1 est égal à 0,05, c'est 375 et 6, 565 puissance 6 newtons. Si j'ai 10 fois moins, T1 0,005 secondes, j'aurai un U de max 0,54 et un FE max 0,945 puissance 6 newtons. Donc, vous voyez que en passant de T1 0,05 à 0,205, la force est descendue de 6, la force de rappel, hein, je parle de la force de rappel, elle est descendue de FE max 6,565 à 0,945, c'est-à-dire une diminution de 85,60%. Donc, vous voyez que le temps T1 d'abord, il est déterminant pour les forces de rappel. C'est une valeur très importante pour les forces de rappel. Donc, si je vais analyser ça, sachant que mon équation du mouvement, c'est m u seconde plus KE est égal à P de T, donc il est égal à P0 facteur de 1 plus 1 moins T sur T1. Vous voyez que pour équilibrer P de T, je devrais équilibrer ça avec une force inertie et une force de rappel. Donc, pour la même force, on a diminué la force de rappel de 85,60%. Ça veut dire que c'est la force d'inertie qui va prendre la plupart de la force, la plus grande part de la force d'excitation. Donc, c'est pour ça que pour une impulsion de très, très courte durée, une grande partie de la charge appliquée est absorbée par l'inertie de la structure et non pas par les forces de rappel. Bien sûr, en conséquence, les contraintes sont beaucoup plus faibles que celles correspondant à un changement de plus longue durée. Voilà, c'est un petit exemple qui nous a permis de voir un petit peu cette impulsion triangulaire et quel est l'impact de cette impulsion triangulaire en cherchant le maximum. Je répète, vous avez deux phases et vous allez vérifier la valeur de T1 sur grand T, la période propre, pour dire que est-ce que la réponse est en première phase ou bien est-ce qu'elle est dans deuxième phase. Voilà, donc je pense qu'on a terminé cette application. Je vous remercie. Donc, je vous retrouverai dans la prochaine application. Merci.